Donc bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général dont la mission est de soutenir les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, des bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes, les événements et le calendrier des activités sur notre site web www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui et chaque année, le 30 mars, la Journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence à tous. Merci, Merci, mais Émilie. Bonjour madame, bonjour docteur Causse. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Alors, Blandine, tu nous expliques pour les poser les questions. Oui, donc pour poser des questions, c'est simple. Vous ne les posez pas dans le chat, mais dans la boîte QR, questions et réponses. Et à la fin de la présentation, on les regarde avec Émilie, Eliane et moi-même et on pose les questions au docteur Céline Causse. Voilà. Alors, écoutez, je vais pas. Merci, Blandine. On va pas. On va vous laisser vous présenter parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup de diapos à nous présenter. Donc, je vous laisse la parole. Dominique, si tu peux commencer le partage d'écran. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, on y est. Madame, c'est à vous. Très bien. Donc voilà, je voulais me présenter. Donc moi, je suis donc Céline Coche, je suis psychiatre d'abord, depuis à peu près 25 ans, sexologue depuis un peu moins de temps et également autrice puisque j'ai publié deux livres sur la sexualité, un sur la sexualité masculine et un autre sur la sexualité féminine. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram où je parle de sexualité et de santé mentale et sur mon site internet qui s'appelle lasexologue.com. Voilà, suivant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de la sexualité dans le trouble bipolaire, à la fois dans la phase maniaque, dans la phase dépressive, en euthymie, la sexualité en lien avec les médicaments et je terminerai par les comorbidités qui sont également responsables de difficultés sexuelles de façon non négligeable. Donc, dans la manie et l'hypomanie, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous rappeler que globalement, la manie, bah, c'est l'humeur anormalement élevée. Donc, ça, c'est diapositive suivante avec une irritabilité, avec un retentissement qui est très important sur le fonctionnement social. Et l'hypomanie, c'est un peu ce qu'il y a, c'est un peu en dessous, avec moins de retentissement et un diagnostic qui est bien souvent beaucoup plus difficile à faire. Et on verra qu'en termes de sexualité, il y a des conséquences qui peuvent être beaucoup plus dommageables que lors des phases maniaques parce qu'elles sont moins diagnostiquées. Donc, le tableau typique en phase maniaque au niveau de la sexualité, hein, bien sûr, c'est évidemment bien souvent une libido élevée avec une augmentation de l'activité sexuelle, mais surtout une désinhibition. Donc, on va avoir une augmentation des comportements à visée sexuelle avec beaucoup de recherche de nouveautés, une augmentation du nombre de partenaires. Peut y avoir aussi des sexualités à risque
par exemple, des sexualités qu'on n'a pas l'habitude de faire, soit des sexualités de groupe, soit des sexualités dans des lieux publics, du sexe qui est non planifié avec abus de substances, mais également là avec le numérique, des sexualités qui vont passer par le numérique, donc des sexualités virtuelles, parfois du recours à la prostitution ou à des sexualités payantes. Voilà, ça c'est pour la phase maniaque. Donc c'est en tout cas plus que d'habitude, beaucoup plus que d'habitude, et en conséquence de la culpabilisation après coup, des conflits dans le couple par exemple, mais aussi des risques d'infections sexuellement transmissibles et une exposition à la violence, notamment pour les femmes qui ont des phases maniaques. Donc on peut avoir des séparations, des dettes, des comportements sexuels à risque, etc. Dans diapo suivante, voilà. Donc, particularité chez les hommes, les comportements chez les hommes, il y a une tendance risque et comportement, c'est-à-dire c'est une sexualité qui va provoquer des comportements particuliers. Donc, plus de partenaires. Alors, on va demander combien avez-vous de partenaires, par exemple, le dernier mois pour dépister. Plus de rapports avec des inconnus et des inconnus, moins d'usage de préservatifs que les femmes bipolaires ou que les femmes sans troubles thymiques. Tout ça, ce sont des données qui sont référencées par des études, hein. Voilà. Chez les femmes, la tendance, diapo suivante, la tendance chez les femmes, c'est plus une tendance en termes de conséquences et de vulnérabilité. C'est-à-dire que les conséquences négatives seront plus marquées. Il y aura plus de détresse au niveau relationnel, il peut y avoir des grossesses non planifiées, une augmentation du risque d'infections sexuellement transmissibles et une exposition qui est davantage que les hommes aux violences sexuelles. Ça, c'est des données qui ont été faites dans les études. Et en tout cas, il y a plusieurs travaux qui montrent que les femmes bipolaires ont plus de comportements sexuels à risque que les femmes qui n'ont pas de troubles bipolaires, par exemple. Voilà. Il y a un pic de risque, ce qu'on appelle un pic de risque sur les jeunes et l'hypomanie. Pourquoi? Parce que déjà, quand on est jeune, on a naturellement plus tendance à tester et l'hypomanie passe souvent, très souvent inaperçue. Donc, parce que le fonctionnement scolaire ou social ou voire professionnel est préservé, qu'il y a un déni fréquent, donc on se dit que tout va bien, tout va très très bien même. Les comportements sexuels à risque sont fréquents, mais sont généralement pas évoqués spontanément. C'est-à-dire que bien souvent, on s'aperçoit au fil du suivi qu'il y en a eu sans qu'on soit informé. Et parfois même, bien souvent, on les diagnostique a posteriori quand le diagnostic de bipolarité est posé. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, c'est 10 ans pour poser un diagnostic de bipolarité de type 2, donc celle qui est le plus difficile à diagnostiquer, et que c'est là où on rencontre ces phases hypomaniaques qui passent la plupart du temps inaperçues. Et elles sont bien sûr aggravées, les comportements sexuels à risque sont aggravés par l'abus de substances et notamment par l'alcool, qui est extrêmement banalisé, hein, malheureusement. Et on voit aussi une minimisation des conséquences, c'est-à-dire les gens nous disent oui, je gère, c'est sous contrôle, alors que non, c'est en lien avec la phase hypomaniaque. Voilà, donc c'est important d'informer, hein, d'informer les parents d'abord, et puis la scolarité ou les médecins scolaires, etc. Donc de toute façon, c'est important de former en général. Diapositive suivante. Alors, donc sur l'hypersexualité, est-ce que vous pouvez revenir avant?
L'hypersexualité, donc dans les études, le pourcentage varie entre 25 et 80%, donc de symptômes d'hypersexualité dans l'épisode hypomane ou maniaque, selon les études. C'est beaucoup, cette variation entre 25 et 80, c'est beaucoup en lien avec les échantillons des études et les échelles utilisées, mais c'est hyper fréquent chez les adultes jeunes et c'est d'autant plus fréquent qu'il y a un TDAH associé, des traumas également, et les abus de substances, notamment l'alcool. Donc ça, bien le savoir, faites attention à votre consommation d'alcool, notamment en phase maniaque ou hypomane. Donc les mécanismes, bah, c'est les mécanismes finalement du trouble de l'épisode maniaque, hein, c'est-à-dire il y a une activation du système dopaminergique, qui est donc notre système qui fait partie de notre système à récompense, donc qui fait qu'on va rechercher des sensations fortes, des sensations de plaisir. La sexualité, c'est un moyen très facile d'éprouver du plaisir. Donc, on va particulièrement rechercher ce champ-là de plaisir. Mais il y a aussi une augmentation de l'impulsivité. Il y a aussi une diminution de l'inhibition comportementale en lien avec les troubles du sommeil. Et donc, ça donne des passages à l'acte plus fréquents. Donc, une altération du jugement et de la prise de décision. Donc, ça, c'est pour les mécanismes. Euh, Donc, les facteurs modérateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement certains vont avoir une hypersexualité très à risque et d'autres moins, eh bien, c'est notre capacité à mettre en place des systèmes d'autocontrôle et nos fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité que l'on a à différer, par exemple, la récompense. Ça, ce sont des facteurs protecteurs. Les facteurs amplificateurs, eh bien, c'est tout ce qui est lié à l'usage de substances. Bon, bien sûr, l'alcool, comme je l'ai dit, mais toutes les autres aussi, ça on le verra dans les comorbidités. Et les facteurs qui sont aussi à risque, c'est tout ce qui est trauma, anxiété, TDAH. Ça, c'est aussi des variables clés dans les passages à l'acte sexuel. Alors, la conduite à tenir en pratique pendant un épisode maniaque ou hypomane, c'est bien évidemment d'abord la stabilisation thymique. Donc, c'est le régulateur de l'humeur. C'est la première chose à mettre en place. En attendant que le thymorégulateur agisse, on peut déjà évaluer, hein, c'est-à-dire évaluer est-ce qu'il y a vraiment des risques de passage à l'acte. Donc évaluer, ça veut dire poser des questions précises aux patients, parce que bien souvent, on ne parle pas de sexualité spontanément. C'est compliqué pour les personnes qui viennent nous voir de spontanément parler de sexualité, sauf si vraiment, vraiment, les comportements sont très à risque. Donc, on va poser des questions précises. Le nombre de partenaires, combien depuis, par exemple, 30 jours, combien de partenaires vous avez eu? Est-ce que c'est des partenaires réguliers ou pas? Est-ce que vous avez mis des préservatifs ou pas? Est-ce que vous vous êtes fait tester contre les MST, les IST ou pas? Est-ce qu'il y a eu des abus d'alcool ou pas? Donc, c'est vraiment l'accent est mis sur l'évaluation et le dépistage. Pour les femmes, on va également parler du risque de grossesse, de contraception et de consentement, parce que c'est quand même une priorité. La sécurité est une priorité. Donc, on va vraiment poser les questions sur est-ce que c'était OK? Est-ce que vous avez vraiment voulu? Est-ce que vous pensez que c'était en rapport consenti ou pas? Voilà, pour essayer de faire prendre conscience de la nécessité de se mettre en sécurité. On peut également faire appel à des tiers de confiance dans ces cas-là pour se protéger, pour se faire protéger si on n'y arrive pas tout seul. Et on va mettre l'accent sur le traitement du sommeil, parce que ça, c'est vraiment très important en phase hypomane et maniaque que les patients dorment, donc parce que ça aggrave tous les autres symptômes. Donc, on va vraiment, vraiment traiter et l'humeur, évidemment, par le thymorégulateur et le sommeil. Voilà.
Donc voilà, la prise en charge, ce que je disais, donc c'est de repérer les conduites sexuelles à risque. Donc CSR, c'est conduites sexuelles à risque, les troubles du sommeil. Les questions sur l'autocontrôle, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous contrôler. Par exemple, ce qu'on appelle le couvre-feu numérique, c'est-à-dire pas d'écran le soir, éviter tout ce qui est exposition à la sexualité virtuelle, mettre en place des garde-fous, en fait, hein. Éteindre son téléphone, le mettre en mode avion, limiter l'alcool. Ça, c'est des protocoles d'autorestriction volontaire que l'on met en place, notamment dans tout ce qui est addiction. Les contrats de protection sexuelle et, bon, les thérapies brèves. Donc ça, c'est des choses qui sont notées dans les études, de mettre en place des thérapies brèves, des ciblées. Bon, en pratique, c'est très compliqué dans un épisode maniaque ou hypomane de mettre en place une thérapie. Ça va être fait, je vais dire, après la phase de crise, en prévision d'une prochaine phase ou pour apprendre à mieux gérer son impulsivité, ses émotions, favoriser la régulation émotionnelle, etc. Donc ça, c'est fait dans un deuxième temps. Mais la première chose à prendre en charge, c'est vraiment le traitement thymorégulateur qui va aider à limiter les excès. Diapo suivante. Donc, renforcer l'autocontrôle. Donc, ce que je disais, c'est donc d'abord le sommeil. Effectivement, c'est que le sommeil doit être stabilisé. Les autorestrictions, donc limiter les applications de rencontres, etc. Les plans, si alors, ben, par exemple, si je suis tentée de sortir après une certaine heure, après 22 heures, par exemple, alors j'appelle X ou Y pour me dire de ne pas sortir. C'est ça le plan si alors. Voilà, c'est pour éviter les passages à l'acte impulsif. Donc c'est très important d'avoir des gens sur qui compter, d'avoir des personnes de confiance proches qui sont au courant de la pathologie et qui peuvent nous aider dans ces moments-là à garder un certain contrôle sur notre impulsivité et sur nos passages à l'acte. Voilà, donc limiter alcool, stimulant, etc. Et bien sûr, un suivi régulier, le plus régulier possible. Je sais que c'est parfois compliqué de voir son psychiatre, mais c'est aussi notre rôle en tant que psychiatre de proposer des rendez-vous réguliers quand on sent qu'il y en a besoin. Suivant, prévention et protection. Oui, bon, ça c'est une répétition, donc les rendez-vous rapides et rapprochés. Voilà, donc ça, tout ça, j'ai dit, vous pouvez passer. Donc, 5 questions à poser systématiquement. C'est depuis quand le changement, de l'humeur, du sommeil, qu'avez-vous fait concrètement, c'est-à-dire le nombre de rencontres, qui vous avez rencontré, est-ce que c'est des nouveaux partenaires, quel partenaire, à quelle heure même, parce que c'est souvent c'est des gens qu'on ne dort plus, donc on a plusieurs partenaires, on peut avoir même plusieurs partenaires en une seule journée, voilà, donc ça c'est important de poser la question. Poser la question de la prise de substance pendant et avant les rapports et les conséquences, évidemment, et les consentements, les situations qui sont floues, les regrets, la culpabilité, est-ce qu'il y a eu coercition ou pas, enfin, voilà, tout ça. Diapo suivante. Alors, la deuxième partie, donc dépression et euthymie. Donc, on va évaluer là sur dans la phase dépressive tout ce qui est en lien donc avec la sexualité et les retentissements des troubles sexuels sur la dépression parce qu'on sait que la dépression, c'est le plus grand pourvoyeur de troubles sexuels. Et en même temps, les traitements pour la dépression sont aussi responsables de troubles sexuels. Donc, on est parfois pris en étau entre, d'un côté, la dépression qui est responsable de troubles sexuels et en même temps, les traitements que l'on met en place, les antidépresseurs notamment, mais pas seulement, qui vont être responsables eux aussi de troubles sexuels. En pratique,
ce qui est sûr, c'est que quand on a une dépression, on a des troubles sexuels et notamment on a une libido qui est en général très très basse. Et elle s'améliore avec la prise notamment le traitement thymorégulateur. Bon, ça, on va le voir, oui. Donc, dans cette deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caractériser quels sont les troubles sexuels lorsqu'on est en dépression, que ce soit sur le désir, sur l'orgasme, éventuellement sur les douleurs également, notamment chez les femmes. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a une persistance des symptômes en euthymie, donc c'est-à-dire en phase, en interphase, hein, verra ensuite la prise en charge. Donc, diapo suivante. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans la dépression bipolaire qui n'est pas tellement différente hein, de ce que l'on voit en dépression non bipolaire? C'est évidemment un désir qui est diminué, des troubles de l'excitation sexuelle qui vont se traduire chez l'homme par des dysfonctions érectiles et des troubles de l'éjaculation, et chez les femmes par de la sécheresse ou des troubles de la lubrification et des dyspareunies. La dyspareunie, c'est des douleurs au moment de la pénétration. Et tout ça va évidemment diminuer la qualité de vie et entraîner des détresses psychologiques, donc ça peut aggraver les symptômes dépressifs. Diapo suivante. Quelle est la différence entre bipolaire et unipolaire? Les troubles de la sexualité semblent plus importants dans les dépressions bipolaires que dans les dépressions unipolaires. Peut-être aussi parce que les dépressions bipolaires sont en général plus graves que lorsqu'on n'est pas bipolaire. Dans les dépressions bipolaires, les études ont montré aussi qu'il y avait paradoxalement une augmentation de l'intérêt de sexuel et du multipartenariat. Et les études ont également montré qu'il y avait une corrélation, alors ce n'est pas une causalité, hein, mais il y a une corrélation entre les idéations suicidaires et les idées suicidaires et les troubles sexuels. C'est-à-dire que quand il y a des troubles sexuels, il peut y avoir plus d'idées suicidaires et inversement. Donc quand il y a des idées suicidaires, on va toujours rechercher si aussi il y a des troubles sexuels plus importants. Donc ça s'évalue en tout cas. Chez les femmes, donc, on va retrouver donc, une très forte prévalence des troubles sexuels en phase dépressive aiguë. Pour vous donner une idée, il y a une étude qui a été faite qui a montré qu'il y avait 91% des patientes en dépression bipolaire qui avaient une dysfonction sexuelle. Donc 91%, on n'est pas loin donc, de la totalité, hein. Donc ça touche le désir, ça touche la fréquence de rapport, ça touche l'intérêt sexuel, ça touche l'orgasme. Les scores sont plus importants chez les femmes que chez les hommes. Ça augmente avec la sévérité de l'épisode. C'est plus fréquent aussi hors épisode, notamment quand il y a une dépression qu'on appelle subsyndromique, c'est-à-dire avec quelques symptômes dépressifs résiduels qui vont donc altérer la fonction sexuelle, mais altérer surtout la satisfaction sexuelle, parce que la fonction sexuelle peut être normale, mais on peut avoir moins de satisfaction à la sexualité. Voilà, donc et la détresse, il y a eu des études aussi sur la détresse liée à la sexualité, donc chez 54% de femmes bipolaires par rapport à la population témoin. Chez les hommes, donc chez les hommes, la dysfonction sexuelle est très fréquente en phase aiguë et notamment tout ce qui est dysfonction érectile, hein, trouble de l'érection. Et c'est en lien également avec les médicaments qui peuvent être pris à ce moment-là. Donc, les symptômes les plus importants chez les femmes, donc diapo suivante. Donc, la baisse du désir et de l'intérêt sexuel, les difficultés d'excitation et de lubrification. Il y a un allongement de la latence et de l'orgasme qui est difficile ou absent. Alors ça peut évidemment être dû au traitement antidépresseur, mais bon, dans la bipolarité, normalement, on devrait mettre de moins en moins d'antidépresseurs, hein.
Le retentissement chez les femmes est plus important que chez les hommes et donc la détresse est également plus importante. Chez les hommes, on voit également une baisse du désir et de la fréquence de l'activité sexuelle, des difficultés d'excitation, des troubles de l'érection. Alors, la dysfonction érectile peut être plus importante soit le matin, soit le soir, en fonction des personnes. La latence orgasmique est également allongée, ça veut dire qu'il y a une éjaculation qui peut être retardée, mais elle peut être aussi prématurée, ça c'est souvent en lien aussi avec l'anxiété. Et il y a également une baisse de la satisfaction sexuelle. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a paradoxalement parfois une hypersexualité qui est un peu paradoxale. Ça, c'est aussi en lien avec la bipolarité pour chercher à stimuler son circuit à récompense. Les mécanismes étiologiques, c'est d'abord des facteurs liés à la maladie. Alors, la maladie, c'est-à-dire à la dépression, l'anédonie, hein, le ralentissement, les cognitions négatives, tout ça fait qu'il y a une perte de plaisir. La dépression, c'est quand même une perte de plaisir. Le symptôme le plus essentiel de la dépression, c'est la perte de plaisir, et donc, y compris une perte de plaisir dans la sexualité. Donc, ce qui donne une baisse de la motivation, de l'excitation et de l'orgasme. Les idéations suicidaires, c'est évidemment un autre facteur qui est à l'origine de la perte du plaisir sexuel. C'est sûr que quand on a des idées noires en permanence, on n'a pas tellement envie d'avoir du plaisir sexuel. Ça dépend aussi des marqueurs de gravité, c'est-à-dire les tentatives de suicide, les hospitalisations. Tout ça, ce sont des marqueurs qui vont être responsables d'une augmentation de la fréquence des troubles sexuels. Donc l'autre étiologie des troubles sexuels dans la dépression, malheureusement, c'est aussi les traitements. Donc la première chose, c'est évidemment les antidépresseurs. Il y a aussi les antipsychotiques quand on les donne comme thymorégulateurs. Ça, on le verra dans la troisième partie. Et le valproate chez les femmes, qui est aussi donc un thymorégulateur. Dans les autres facteurs étiologiques, il y a tout ce qui est l'écomorbidité. Alors, l'anxiété, c'est effectivement une comorbidité qui est à l'origine de troubles sexuels. Les douleurs pelviennes que l'on peut voir, donc les dyspareunies, mais pas seulement, hein. Dans les SOPK, par exemple, il peut y avoir des douleurs sexuelles à la pénétration, des douleurs profondes. Chez les hommes, il faut toujours rechercher, notamment chez les hommes, mais aussi chez les femmes, quand il y a des troubles du sommeil, il faut rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, donc un syndrome obstructif d'apnée du sommeil. Ça, c'est un facteur qui donne des troubles de l'érection et qui est totalement sous-diagnostiqué. Tout ce qui est syndrome métabolique, hein, les syndromes métaboliques, je rappelle que le trouble de l'érection chez l'homme à partir de 40-45 ans doit toujours faire rechercher une maladie cardiovasculaire débutante. En plus, on sait que quand on a une bipolarité, on est plus à risque de maladie cardiovasculaire. Donc ça, c'est important d'aller faire un bilan cardiovasculaire, mais pas seulement un électrocardiogramme, hein, c'est épreuve d'effort, échodoppler des troncs supraortiques, voire même échodoppler des artères péniennes. Je peux prescrire, moi, des échodopplers des artères péniennes dans une dysfonction érectile chez un patient qui se plaint de troubles de l'érection de façon chronique depuis un certain nombre de mois pour aller rechercher s'il n'y a pas un début d'athérosclérose sur les artères péniennes, par exemple. Donc ça, c'est important de toujours aller chercher des facteurs physiques avant de dire que c'est psychologique. Donc toutes ces comorbidités sont responsables d'une augmentation de la fréquence des troubles sexuels dans les phases dépressives. Diapo suivant. Alors, les conséquences de ces troubles sexuels, c'est évidemment des conséquences sur la qualité de vie et sur les relations de couple, parce que c'est très compliqué souvent pour les conjoints de comprendre ce que l'on vit quand on est en phase dépressive.
Euh, En plus, les troubles sexuels peuvent persister en intercrise, hein, dans les phases euthymiques. Euh, Après, je veux dire, comme chez tout le monde à peu près, hein, parce que la sexualité, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein, donc on peut avoir au cours de sa vie plein de phases dans lesquelles on a des troubles sexuels. Soit le désir sexuel, c'est quelque chose qui est très fluctuant, qui est très mouvant. C'est quelque chose qui est dû à tellement de facteurs externes et internes que, il est difficile de dire qu'un trouble du désir, par exemple, serait dû uniquement à la bipolarité. Donc après, s'il y a vraiment des choses qui durent dans le temps entre les phases, le mieux, c'est toujours d'aller consulter un médecin spécialisé en sexologie pour aller faire le point et voir ce qui se passe en dehors de la bipolarité. Euh, la sous-déclaration des troubles sexuels en consultation est massive, c'est-à-dire que seulement un tiers en parle spontanément dans certaines études. Moi, je pense que c'est en réalité, c'est beaucoup moins. Euh, En général, la sexualité est rarement abordée de façon spontanée. Par exemple, moi je suis psychiatre, donc je suis plein de patients en psychiatrie pour de la bipolarité, par exemple, mais aussi pour du TDAH ou des choses comme ça. Et spontanément, les patients parlent rarement de sexualité, alors même qu'ils savent que je suis sexologue aussi. Donc la question, c'est en tant que médecin, notre devoir, la sexualité fait partie importante c'est une chose importante dans notre vie. Donc en tant que médecin, notre devoir, c'est de poser les questions. Après, on y répond ou on n'y répond pas, mais en tout cas, on pose la question pour ouvrir l'espace de parole. Et la conséquence également des troubles sexuels, surtout quand on n'est pas informé, c'est que les patients arrêtent leur traitement sans nous le dire. On soit face à des ruptures de suivi. Donc ça, c'est vraiment le facteur majeur à prendre en compte, c'est que on ne doit pas arrêter son traitement pour des troubles sexuels. Par exemple, bon, on en parlera tout à l'heure sur les antidépresseurs, mais donc, c'est important en tout cas de ne pas arrêter son traitement pour ça. Il y a plein de choses que l'on peut mettre en place pour gérer sa sexualité, pour améliorer sa sexualité, même avec des traitements qui sont responsables de difficultés sexuelles. Voilà. La prise en charge donc d'un problème de sexualité quand on a une bipolarité, c'est d'abord d'évaluer, hein, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on évalue, on pose des questions, on évalue le désir, la qualité de l'érection, la qualité de l'orgasme, on recherche des douleurs éventuelles, notamment chez les femmes, mais chez les hommes aussi, hein. Les hommes peuvent aussi souffrir de dyspareunie, hein, donc de douleurs à la pénétration. On évalue également les médicaments, la prise de substances, le sommeil. On peut également voir le partenaire si besoin. Donc on pose les questions. On évalue également les idées suicidaires. On traite la dépression. Ça, c'est vraiment la priorité, hein. La priorité, c'est quand même de traiter la bipolarité et la dépression. Si possible, on ne met pas d'antidépresseurs. Si possible, on traite par des régulateurs de l'humeur. Les deux antidépresseurs qui sont le moins à risque de troubles sexuels, c'est la vortioxétine, donc c'est le Brintellix, et le bupropion, qui malheureusement en France n'est pas indiqué n'a pas l'AMM dans la dépression. Mais c'est un traitement donc c'est le Ziban, c'est un traitement qui en France a la MM pour le sevrage tabagique et qui est un traitement qui, lui, augmente le désir. Donc on peut même mettre hors AMM pour augmenter le désir. On corrige tout ce qui est effet iatrogénie et les facteurs biologiques, donc ce dont je parlais tout à l'heure. Donc on peut doser la prolactine, notamment si on est sous un antipsychotique à risque d'augmentation de la prolactine. On évalue évidemment tout ce qui est troubles métaboliques, les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment s'il y a du diabète, de l'hypertension, et l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est vraiment important. Moi, je pense que vraiment tous les patients devraient systématiquement avoir un bilan d'apnée du sommeil
surtout s'il y a des troubles sexuels associés, comme des troubles de l'érection. Pour la dysfonction érectile, alors les hommes ont la chance d'avoir un certain nombre de traitements médicamenteux à leur disposition, ce que n'ont pas encore les femmes. Donc, pour la dysfonction érectile, on peut, surtout si c'est en lien avec les traitements médicamenteux, on peut mettre en place donc les IPDE5, hein, c'est le Viagra, le Cialis, sildenafil, tadalafil. On peut les mettre quel que soit le traitement médicamenteux qui y a associé, hein, il n'y a pas de contre-indication. Les contre-indications cardiovasculaires, c'est vraiment l'insuffisance cardiaque qui est active, hein, donc c'est vraiment quand même très rare. Évidemment, s'il y a un syndrome d'apnée du sommeil, là, le traitement va permettre d'améliorer la dysfonction érectile. Et la première chose à dire aux patients, c'est évidemment l'activité physique, hein, l'activité physique régulière. Il y a certaines études qui ont même montré qu'une activité physique régulière avant un rapport sexuel augmente la satisfaction sexuelle, la perte pondérale, le contrôle des facteurs associés. Et ça, on va avoir un gain sur la dysfonction érectile et sur la santé globale, et même sur l'humeur, hein, en fait. Donc les prises en charge beaucoup plus spécialisées, donc ce sont les interventions psychosexuelles et comportementales. Donc ça, elles peuvent être mises en place lors des phases dépressives ou encore mieux en intercrise. On peut avoir recours aussi à la thérapie de couple, à l'éducation sexuelle, déjà mieux savoir comment son corps marche, comprendre comment on peut améliorer son orgasme. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer sa satisfaction sexuelle, d'ailleurs que l'on ait des troubles ou que l'on n'en ait pas. Euh, on peut travailler sur le scénario sexuel, on peut travailler l'imaginaire érotique. Par exemple, ce qu'on peut recommander en thérapie sexuelle pour améliorer l'excitation, que l'on soit un homme ou une femme, c'est jouer avec ses fantasmes érotiques, son imaginaire érotique pendant l'acte pour améliorer son excitation. Il faut absolument dire aux patients de ne pas éviter la sexualité parce que souvent la première chose que l'on a tendance à faire, ben, comme on n'en a pas envie et qu'en plus on imagine que ça va mal se passer, eh bien on évite. Sauf que pour tout, l'évitement, ça va aggraver le trouble au lieu de l'améliorer. Donc on évite d'éviter l'intimité. Donc on va plutôt préconiser des moments d'intimité sans forcément aller jusqu'à la sexualité, mais au moins qu'il y ait des moments d'intimité, de caresses, de reprise, en tout cas d'une intimité corporelle avec son partenaire. Voilà, et ce que je disais tout à l'heure, 30 minutes d'exercice de cardio-renforcement immédiatement avant l'activité sexuelle peut amplifier l'excitation et améliorer le désir et l'orgasme. Ça, ce sont des études qui ont montré ça. Bon, en pratique, c'est pas hyper facile à mettre en place, hein, euh, mais, mais voilà, ça peut aider. Correction des facteurs spécifiques. euh, il y a eu des études qui ont montré que le sildenafil, donc c'est hors AMM évidemment, pouvait augmenter l'excitation et l'orgasme chez les femmes sous antidépresseurs. En pratique, ça se fait pas trop. Et s'il y a une hyperprolactinémie symptomatique, il y a des études aussi qui ont montré que la metformine pourrait aider. Ça, on reviendra sur la metformine parce que c'est un traitement qui est pas souvent donné et pourtant c'est un très bon traitement, notamment dans la bipolarité. Diapo suivante. Alors, en euthymie, donc, c'est-à-dire normalement quand on va bien, hein, quand on est en phase neutre, un certain nombre de patients donc, va garder des troubles. Les facteurs prédictifs de troubles sexuels en euthymie, c'est lorsqu'il y a une polarité dominante
C'est-à-dire que les épisodes sont intenses, hein, quand ils sont longs et quand il y a des comorbidités. Il y a une association avec la durée de la maladie, donc ça veut dire que plus la maladie dure, plus les conséquences sur la sexualité seront importantes. C'est aussi donc l'intérêt d'un diagnostic précoce de la bipolarité. De toute façon, on sait que plus le diagnostic est fait précocement, plus les conséquences négatives du trouble sont limitées. Euh, En euthymie, il est plus difficile évidemment de faire la différence entre ce qui est en lien avec une difficulté sexuelle en lien avec la maladie, une difficulté sexuelle en lien avec l'histoire du patient ou de la patiente, et une difficulté sexuelle en lien avec les traitements. L'objectif sera toujours d'essayer d'avoir la meilleure qualité de vie sexuelle possible et pas seulement une absence d'épisode thymique. Alors oui, évidemment, c'est une absence d'épisode thymique, mais c'est d'abord la qualité de vie sexuelle. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que les patients qui ont un tempérament hyperthymique ont une meilleure fonction sexuelle globale. Donc les scores, ça c'est ça c'est un questionnaire de sexualité, donc ça ce sont des études qui ont été faites, hein. Donc les scores sexuels en général sont plus élevés. Euh, ce seraient des patients qui permettent, chez qui l'énergie et le plaisir sont des modérateurs, c'est-à-dire qu'ils diminuent les symptômes dépressifs. Donc, en tout cas, le tempérament hyperthymique est corrélé à une meilleure fonction sexuelle en général. Euh, les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, c'est la sévérité dépressive. C'est-à-dire que plus la dépression a été importante, plus les symptômes vont être résiduels. Les comorbidités du trouble bipolaire, alors ça, c'est donc tous les comorbidités habituelles, hein. Bon, bah, évidemment, l'anxiété. L'anxiété est aussi un facteur de risque de troubles sexuels, que ce soit d'éjaculation prématurée, de troubles de l'orgasme, de vaginisme, de vulvodynie chez les femmes. Donc, vaginisme, je rappelle, c'est des douleurs à la pénétration chez les femmes en lien avec une contraction douloureuse du périnée, douloureuse ou pas d'ailleurs, hein, il y a des vaginismes qui ne sont pas douloureux. La vulvodynie, c'est des douleurs au niveau de la vulve, donc au niveau de l'entrée du vagin, ce qu'on appelle des vestibulodynies, mais ça peut être aussi au niveau du clitoris. Voilà, donc ça, c'est les troubles sexuels en lien avec l'anxiété. Non, j'ai pas fini je me suis un peu éloignée du sujet. Donc, dans les comorbidités, évidemment, les alcools, les stimulants, ça, c'est un facteur de risque. L'alcool, je le rappelle, c'est un désinhibiteur, c'est-à-dire qu'il va favoriser les passages à l'acte sexuel, mais en même temps, il va diminuer les sensations de plaisir et d'orgasme. Tout ce qui est de l'ordre du trauma, et on sait à quel point les traumas sexuels sont fréquents chez les femmes, mais aussi chez les hommes, bien qu'ils soient sous-diagnostiqués. Donc tout ce qui est de l'ordre du trauma va être responsable de troubles sexuels qui n'ont rien à voir avec la bipolarité. Les troubles du sommeil sont aussi responsables de troubles sexuels. Évidemment, quand on ne dort pas en lien avec une dépression ou en phase post-dépressive, c'est clair qu'on a moins de plaisir sexuel. Donc tout ce qui est pathologie somatique, mais également l'image corporelle altérée quand on prend du poids avec les traitements, quand on se sent moins bien dans son corps. C'est sûr que le plaisir sexuel passe aussi en second et on a tendance même à éviter la sexualité. Diapo suivante.
Alors, le repérage clinique, comment on fait pour en repérer? Bien là encore, on va poser les questions. On pose des questions, c'est-à-dire comment ça va, comment a évolué votre plaisir, le désir, comment ça se passe en pratique, est-ce que vous avez plus envie, moins envie, comment se passe, est-ce que vous avez des douleurs, est-ce que vous avez des orgasmes, qu'est-ce qui vous pèse le plus, est-ce qu'il y a ça entraîne des problèmes dans la relation de couple, si oui, quoi? Comment vous vous sentez aujourd'hui? À combien vous pourriez évaluer votre humeur? L'impact relationnel, donc effectivement, est-ce qu'on évite la sexualité? Est-ce que ça a des impacts sur la relation de couple? Est-ce que ça entraîne des conflits dans le couple? Éventuellement, est-ce que ça entraîne de la coercition du partenaire, de la culpabilisation? Tout ça, c'est à évaluer, de l'insatisfaction. On va également donc repérer tout ce qui est en lien avec les troubles somatiques. Bon, la TSH, ça c'est aussi l'hypothyroïdie, c'est aussi un facteur qui pèse dans la sexualité. Donc ça va faire partie des bilans quasiment systématiques des patients qui ont des troubles sexuels. Bon, mais en psychiatrie, on est habitué de faire le dosage de la TSH. Et évidemment, on va refaire un point sur les médicaments en cours. Diapo suivante. La prise en charge, donc là je rappelle, donc on est en prise en charge en euthymie, donc quand les patients vont bien, sont en phase neutre. Donc là on va prendre en charge par thérapie en général comportementale orientée plaisir. Alors, ça peut passer par des thérapies sexologiques, type Sensate Focus. Alors, le Sensate Focus, c'est une thérapie sexologique qui a été mis en place par Master Johnson aux États-Unis dans les années 70. Et c'est une thérapie qui est vraiment centrée sur le couple, sur la sensorialité, c'est-à-dire sur retrouver du plaisir dans la sensorialité avant même de retrouver du plaisir par la sexualité pénétrative proprement dite. Donc c'est vraiment développer sa sensorialité avant de passer à une sexualité purement pénétrative. La sexualité, ce n'est pas seulement de la pénétration, c'est d'abord du plaisir corporel et intime. Donc tout ça, ça peut être discuté avec les patients, avec le partenaire. Il y a même donc le Synthesis Focus, c'est un protocole en 4 étapes qui peut être remis aux patients ensuite on fait des points régulièrement pour vraiment les aider à retrouver une intimité de couple. C'est un protocole qui marche très très bien quand les deux partenaires sont très motivés. Sinon, ça marche beaucoup moins bien. Il faut vraiment que les deux partenaires soient très motivés. Et c'est comme tout protocole, c'est un protocole qui est assez, comment dire, contraignant. Mais c'est justement cette contrainte qui fait que ça fonctionne très bien. Si vous voulez en savoir plus sur le Sunset Focus, vous pouvez toujours vous renseigner sur Internet. Il y a des sites qui le décrivent très bien. Ou alors consulter un sexologue. Donc, toutes ces activations comportementales, donc en lien avec le plaisir, vont avoir des effets positifs sur le réseau de récompense. Tout ça, ça a été objectivé par des études en neuroimagerie et sur la dépression. Donc, on va aussi, donc, bien sûr, travailler sur le couple. Donc, les scripts sexuels, ce qu'on appelle script sexuel, c'est la façon dont on va commencer et poursuivre ses relations intimes. Donc tout ça pour essayer d'apprendre au couple à pas aller directement à la pénétration, mais à retrouver le plaisir, à avoir tout un tas de préliminaires, notamment quand il y a des douleurs, notamment quand il y a des troubles de l'érection, parce qu'en plus les troubles de l'érection, on sait très bien que plus il y a d'anxiété, moins il va y avoir d'érection. Donc on va décentrer la sexualité de la pénétration pour réapprendre à éprouver du plaisir dans le rapport intime sans le stress qui va avec.
Donc, ça va favoriser la communication et voilà, on va reconstruire l'intimité du couple avec des temps dédiés non sexuels. Alors, ça peut passer par des rendez-vous intimes non sexuels. Voilà. Donc, en fait, globalement, c'est sortir du modèle de la sexualité basé sur la performance qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal au couple aujourd'hui et travailler sur l'image corporelle également. Euh, donc cette prise en charge va être globale, évidemment, hein, c'est pas juste une prise en charge sexuelle, c'est évidemment le mode de vie. Le mode de vie, c'est essentiel, c'est l'activité physique, toujours, au minimum 3 fois par semaine, un sommeil régulier, la réduction des substances, que ce soit l'alcool, évidemment, mais aussi le cannabis, les autres substances s'il y en a, la santé cardio-métabolique. Selon la plainte des patients, on va faire les bilans biologiques indiqués. Alors, prolactine, TSH, mais aussi ça peut être le bilan hormonal chez les hommes, notamment s'il y a des signes d'hypogonadisme, donc de baisse de testostérone, on va doser la testostérone, on va faire tout le bilan hormonal. S'il y a des douleurs pelviennes, évidemment, on va adresser à un gynécologue pour le bilan. Par exemple, on va essayer de voir s'il y a de l'endométriose, un SOPK. Voilà, s'il y a des douleurs de vaginisme à la pénétration, on va également prévoir un bilan chez une kiné ou une sage-femme spécialisée dans la rééducation périnéale pour ce type de pathologie, pour une rééducation et pour un bilan. On va dépister évidemment tout ce qui est maladie cardiovasculaire et le syndrome d'apnée du sommeil. J'insiste hein, sur les syndromes d'apnée du sommeil et les maladies cardiovasculaires parce que c'est vraiment très important de faire le diagnostic avant que ce genre de maladie soit vraiment avéré. Voilà. Et qu'en plus, quand on est suivi en psychiatrie, on a tendance, et on le sait hein, très bien, c'est pas un scoop, hein, on a tendance à être moins bien suivi sur le plan physique. C'est-à-dire que la plupart des symptômes vont être mis sur le compte de la psychiatrie, alors que c'est des symptômes qui sont physiques. Voilà. Donc j'insiste toujours sur la prise en charge somatique. Sur la troisième partie, donc là, je vais parler donc des traitements. Donc les traitements, donc bien sûr les antidépresseurs, les régulateurs de l'humeur, les antipsychotiques, mais aussi les benzodiazépines, et vous verrez les autres traitements qu'on peut aussi trouver, qu'on peut avoir dans la bipolarité. Donc les antidépresseurs, donc d'abord les antidépresseurs, les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline. Alors globalement, vous les connaissez, hein, c'est paroxétine, fluoxétine, donc Deroxate, Prozac et sertraline. Et puis de l'autre côté, on a le Séroplex, Effexor. Voilà, ça pour les plus fréquents. Donc ces antidépresseurs, c'est donc les grands pourvoyeurs de troubles sexuels, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Alors, chez les femmes, clairement, ça va entraîner une baisse de la libido. Alors, au départ, on ne sait jamais très bien si c'est l'antidépresseur ou si c'est la dépression. Moi, ce que je note en pratique, donc dans ma patientèle, c'est que quand même, globalement, oui, il y a un trouble du désir, du désir sous antidépresseur, mais que au bout d'un certain temps, quand même, ça revient y compris sur l'orgasme. Bon, on peut diminuer les doses, mais avec le temps, quand les patients sont sous antidépresseurs depuis un certain nombre de mois, voire d'années pour certains, hein, notamment quand ils sont prescrits pour l'anxiété, on peut retrouver des orgasmes quasiment normaux, même sous antidépresseurs. Donc, mais il n'empêche que ça, voilà, il y a des troubles de l'excitation, de la lubrification, parfois une anesthésie génitale, bon ça c'est quand même beaucoup plus rare.
Euh, et chez les femmes, on a pu prescrire aussi le sildenafil. Donc ça, c'est surtout aux États-Unis, qui peut réduire les effets sexuels indésirables. Moi, je trouve que on peut travailler sa sexualité. La sexualité, c'est quelque chose qui se travaille. C'est le plaisir sexuel, c'est quelque chose qui peut se travailler, et qu'on peut arriver à améliorer sa sexualité, même sous traitement qui l'altère. Chez les hommes, ça entraîne aussi une diminution de la libido, une dysfonction érectile, moins fréquente quand même que l'éjaculation retardée. D'ailleurs, la paroxétine, c'est un traitement que l'on peut donner pour les patients qui ont une éjaculation prématurée, en dehors de toute pathologie dépressive. Le Privilégi, qui est donc la dapoxétine, c'est le traitement qui a été mis en place pour spécifiquement l'éjaculation retardée, mais qui est donc issu de la paroxétine. Au départ, c'était vraiment la paroxétine, son principal effet, c'est en fait de retarder l'éjaculation, et on peut le mettre uniquement pour ça. Donc, diapo suivante. Euh, on n'en a pas raté une, non? Oui, voilà. Les antidépresseurs comparatifs par molécule, alors lesquels sont les plus pourvoyeurs? Clairement, la paroxétine. Ça, c'est le seul médicament qui est le plus à risque de troubles sexuels. Si vous avez des troubles sexuels sous paroxétine, c'est quand même bien de changer, sauf si vous avez une éjaculation prématurée. Les citalopram, c'est également un risque non négligeable, mais ça peut être moins. La venlafaxine, c'est quasiment le même risque que les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine. Donc, c'est une fréquence élevée de troubles sexuels. Les antidépresseurs qui sont le moins à risque dans cette classe-là, la vortioxétine, donc le Brintellix, et le bupropion, mais qui n'a pas la MM en France. Les autres antidépresseurs que l'on peut voir, donc là, plus rarement aujourd'hui, mais quand même, il y a des patients qui sont encore sous antidépresseurs tricycliques. D'ailleurs, les tricycliques marchent très bien dans la dépression, même beaucoup mieux que les ISRS. Donc, les antidépresseurs tricycliques, anorgasmie et retard orgasmique, sécheresse vaginale, dysfonction érectile, éjaculation retardée. C'est la clomipramine qui est le plus à risque. Je ne pense pas qu'il soit beaucoup, beaucoup prescrit aujourd'hui. La myocérine, elle est beaucoup prescrite, mais plutôt pour des troubles du sommeil. Donc, elle est pas très à risque de dysfonction sexuelle. Et l'ajout de faibles doses de myocérine peut permettre même de diminuer, d'améliorer la sexualité sous IRSRS. Le Stablon, alors le Stablon, c'est un antidépresseur, c'est un vieil antidépresseur. Je ne sais pas s'il est encore très prescrit aujourd'hui. Mais en tout cas, il entraîne peu de dysfonction sexuelle, et il peut même améliorer la dysfonction sexuelle quand on le switch avec d'autres antidépresseurs. Le Stablon, aujourd'hui, il est prescrit sur des feuilles des ordonnances sécurisées, parce qu'il est à risque, par contre, d'addiction. Voilà, ça c'est pour les autres antidépresseurs. Donc en pratique, quand on a une dysfonction sexuelle sous antidépresseur, qu'est-ce qu'on fait? Bien, déjà, on interroge systématiquement les patients. Moi, en général, j'informe mes patients que la mise en place du traitement antidépresseur peut entraîner un certain nombre de difficultés sexuelles. Si j'ai oublié de le faire la fois d'après, je demande toujours comment ça se passe au niveau de la sexualité. Je rassure, c'est-à-dire je rassure en disant que bah, ça va passer, hein, que c'est pas une fatalité. Si la dysfonction sexuelle est vraiment très importante, notamment quand la thymis est rétablie, que l'humeur va mieux, et que les patients ont envie à nouveau d'avoir une sexualité épanouie, et que l'antidépresseur les empêche, on peut réduire les doses.
quand on est dans une trouble bipolaire, on devrait même arrêter les traitements d'antidépresseurs. Bon, parfois, on est obligé de les garder, mais l'idée, c'est quand même de les arrêter. Donc, en tout cas, là, on réduit les doses. On peut switcher, donc, ce que je disais tout à l'heure, le bupropion, mais bon, en France, c'est compliqué. La vortioxétine, ça, c'est possible, donc c'est le Brintellix. On peut mettre des petites doses de myocérine. On peut mettre des IPDE5 pour les dysfonctions érectiles, donc Viagra, Cialis. On peut aussi rééduquer, hein, c'est-à-dire éduquer à la sexualité pour améliorer l'érection. Il y a différentes techniques de sexo-corporel qui agissent sur la respiration, sur la contraction du périnée, sur la musculation du périnée, qui vont améliorer l'érection. Donc tout ce qui est musculation du périnée, globalement, va améliorer l'érection et l'excitation sexuelle et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, hein, d'ailleurs. Donc, tout ce qui est musculation du périnée, on peut le préconiser pour les dysfonctions sexuelles. Et les stratégies non médicamenteuses, bah, c'est tout ce qui est, ce que je disais, donc l'éducation sexuelle, les lubrifiants, évidemment, chez les femmes si elles en ont besoin, et bien sûr, l'activité physique. L'activité physique, ça devrait être un traitement systématique et prescrit en tant que tel, vraiment au même titre que les thymorégulateurs. Diapo suivante. Les antipsychotiques. Alors, les antipsychotiques, donc là aussi, les antipsychotiques sont très à risque de troubles sexuels. Alors, les antipsychotiques, selon la molécule, de 16 à 60% de risque. Par exemple, la risperidone, c'est 68% de dysfonction érectile. Ça, c'est une étude qui a été faite avec donc ce que vous voyez là, donc la libido, 60% de troubles de la libido, 46% de troubles de l'érection, 42% d'aménorrhée. Donc ça, c'est surtout les antipsychotiques qui vont agir sur la prolactine, mais heureusement, tous n'agissent pas sur la prolactine. Globalement, ce que font les antipsychotiques, c'est qu'ils vont diminuer le désir, diminuer l'excitation de la lubrification, entraîner aménorrhée galactorée chez les femmes, notamment s'ils jouent sur la prolactine, gynécomastie chez les hommes, donc ça c'est les seins qui poussent chez les hommes, dysfonction érectile et troubles de l'orgasme et de l'éjaculation. Diapo suivante. Alors, comment ça agit? Eh bien, l'hyperprolactine va entraîner une diminution de l'effet de la testostérone et une hypoestrogénie secondaire, ce qui va donc être responsable de la baisse du désir. Je rappelle que la testostérone, c'est l'hormone principale responsable du désir chez les hommes et chez les femmes. Et c'est ce qui va être à l'origine de la plupart des troubles sexuels. Mais il y a aussi l'effet anticholinergique des antipsychotiques qui vont entraîner des effets périphériques vasculaires. Or, la réponse sexuelle de base est une réponse qui est à la fois vasculaire et musculaire. Hein, l'érection, c'est une vasodilatation, mais également chez les femmes, la réponse sexuelle, c'est aussi une vasodilatation. D'ailleurs, il y a une érection du clitoris à l'intérieur du corps lors de la réponse sexuelle, de la phase de plateau. Donc l'excitation sexuelle va être diminuée par les antipsychotiques. Et dans les mécanismes, il y a aussi tout ce qui est troubles métaboliques qui vont entraîner, donc certes, une trouble de l'image corporelle, surtout quand on prend du poids, mais la prise de poids sous antipsychotique n'est pas une fatalité. Et des dysfonctions endothéliales. Donc ça, c'est à des niveaux beaucoup plus micro, avec notamment tout ce qui est autour de la sécrétion de NO. Le NO, c'est un des mécanismes de l'érection chez les hommes. Donc c'est un peu complexe, donc je passe vite.
Les antipsychotiques les plus à risque, donc ce sont ceux qui vont augmenter la prolactine. Donc dans les nouveaux antipsychotiques, c'est la risperidone, mais aussi la misulpride et la palipéridone. Mais ça, je ne crois pas que ce soit beaucoup donné dans les troubles bipolaires. L'olanzapine, c'est un effet plus modéré. Par contre, on sait que l'olanzapine, c'est quand même ça entraîne une prise de poids importante. Et puis, bien sûr, tous les neuroleptiques de première génération qui continuent d'être prescrits, notamment les tertians, l'oxapac, l'argactyle, à visée anxiolytique ou sédative, notamment en phase haute. Donc, la conduite à tenir, c'est évidemment le poids. Moi, personnellement, je pense qu'en tant que on ne devrait plus avoir de prise de poids sous antipsychotique. Quand il y a trop de prise de poids, bah, il faut traiter ou on change. Le syndrome métabolique, la prolactine, les apnées du sommeil, voilà, c'est tous les facteurs de risque qui vont aggraver les troubles sexuels sous antipsychotiques. De l'autre côté, on a les antipsychotiques qui sont donc qui épargnent la prolactine, donc c'est la clozapine. Donc ça, la clozapine, donc c'est le Leponex, hein, c'est peu prescrit en pratique courante. La kétiapine et l'aripiprazole. Donc il y a beaucoup moins d'effets secondaires au niveau de la sexualité. Il faut évidemment faire attention à la sédation et la prise de poids. Et c'est vers eux qu'on va se tourner, préférentiellement quand il y a trop de troubles sexuels et ou trop de prise de poids avec les autres. Le cas particulier de l'aripiprazole, diapo suivante, peut être à risque d'une hypersexualité. C'est-à-dire que c'est rare, mais ça arrive. Il faut le diagnostiquer parce que ça peut aussi faire penser à un virage de l'humeur, alors que c'est un effet secondaire de l'aripiprazole. C'est donc une hypersexualité par un défaut de contrôle des impulsions. Et ça peut jouer sur la sexualité, mais aussi sur les achats, sur les jeux, etc. Donc c'est à savoir, à connaître, pour ne pas passer à côté si jamais un patient décrit ce type de comportement. À ce moment-là, il faut arrêter l'aripiprazole, parce que si jamais on le confond avec un virage de l'humeur, on va avoir tendance à augmenter l'aripiprazole, ce qui va donc aggraver les comportements d'hypersexualité. Donc, c'est important de le connaître et de l'avoir en tête au cas où ça arrive. Donc, évidemment, la conduite à tenir dans ces cas-là, c'est on réduit la dose, voire on arrête et on switch sur un autre antipsychotique ou un autre thymorégulateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant des troubles sexuels sous antipsychotiques? Ben, on évalue, bien sûr, on évalue les symptômes, on voit quel est l'impact des symptômes sur le fonctionnement psychologique, sur le couple. On dose la prolactine, plus ou moins, on peut aussi doser les hormones. On ajuste, on réduit les doses si on peut, on switch vers d'autres thymorégulateurs, vers d'autres antipsychotiques qui sont moins pourvoyeurs de troubles sexuels. Et on peut également ajouter un peu d'aripiprazole qui, lui, va plutôt favoriser, enfin diminuer les dysfonctions sexuelles. Donc ça, c'est possible aussi d'ajouter un peu d'aripiprazole avec un antipsychotique qui donne trop de troubles sexuels. Euh, Les traitements symptomatiques, alors la metformine, donc ça, c'est des données qui sont émergentes sur la prolactine, c'est-à-dire que la metformine peut améliorer les symptômes. Alors la metformine va déjà, clairement, ça peut permettre de perdre du poids. Ça améliore le syndrome métabolique. Ça permet de perdre du poids. Donc ça devrait être plus prescrit en routine. Il y a plein d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, sur les bienfaits de la metformine sur le syndrome métabolique et la prise de poids, mais y compris donc en matière de sexualité, ça peut améliorer les dysfonctions sexuelles quand il y a une augmentation du taux de prolactine.
évidemment, les IPDE5, donc Viagra, etc., pour les dysfonctions érectiles si besoin. Les lubrifiants pour les douleurs et les sécheresses et corriger les cofacteurs. Ça, c'est essentiel. D'abord, on commence à corriger les cofacteurs généralement. Alors, ça peut être des symptômes dépressifs résiduels, par exemple. Ça peut être l'anxiété aussi, la prise d'alcool. L'alcool, ça fait pas bon ménage avec la sexualité, le sommeil, le syndrome métabolique, etc. Euh, oui, ça, on a fini. Ouais. Donc, le lithium. Alors, le lithium, il est beaucoup moins pourvoyeur de troubles sexuels que les antipsychotiques ou que les antidépresseurs. Globalement, le lithium, non seulement il est plus efficace sur les troubles bipolaires, mais en plus, il est moins pourvoyeur de troubles sexuels. Ce qui n'empêche pas que sous lithium, même sous lithium, 30 à 40% des patients rapportent au moins un trouble sexuel. Bon, après, il faut savoir qu'en population générale, les troubles sexuels sont à peu près de l'ordre de 30 à 40% au cours de la vie. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas non plus beaucoup plus que si il n'y avait pas de traitement sous lithium. L'hypothyroïdie, c'est un facteur sous lithium, c'est un facteur qui va aggraver les troubles sexuels, notamment les troubles du désir. Euh, les troubles sexuels ne sont pas corrélés à la lithiémie, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une lithiémie basse qu'on a moins de troubles sexuels et inversement, mais il y a peu de données sur ça. L'association lithium-benzodiazépine est plus pourvoyeur de dysfonctions sexuelles. Alors, les benzodiazépines, clairement, leur impact sur la sexualité est sous-estimé. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et en plus, sous lithium, il y a beaucoup de patients qui ont en plus un traitement antidépresseur, ce qui est donc un fort impact sexuel, qui brouille un peu l'attribution des troubles sexuels au lithium. Mais globalement, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le lithium est plutôt neutre en matière de sexualité. Alors, quand il provoque des troubles, qu'est-ce que c'est comme trouble? Chez les femmes, c'est peut être des orgasmes plus difficiles à atteindre. C'est diapo suivante, je pense. Des orgasmes plus difficiles à atteindre, des difficultés d'excitation, donc l'hypothyroïdique donc, qui aggrave les troubles. Et chez les femmes, la prévalence, il n'y a pas tellement d'études, ou sinon les études sont sur des très petits échantillons, ce qui est dommage parce que quand même le lithium est très prescrit. Chez les hommes, dans ce qui a été noté, c'est donc une baisse du désir, mais avec des pensées sexuelles qui sont moins fréquentes, donc une libido qui est diminuée, des difficultés d'érection, d'obtention et ou de maintien, et des retards plutôt à l'éjaculation, mais c'est rare. Dans la prévalence globale chez les hommes, dans les études, c'est environ un tiers des patients sous lithium en euthymie qui ont des troubles sexuels. Mais d'autres études vont retrouver plutôt aux alentours de 15%. Donc, en fait, vraiment, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le lithium, il est plutôt safe sur la sexualité et que quand on est sous lithium, les vrais coupables du trouble sexuel, c'est pas tellement le lithium, bah, c'est l'écomédication. Donc, l'écomédication, les benzodiazépines, les antidépresseurs, les comorbidités, les abus de substances, et le TDAH, etc. Et ça peut être aussi la thyroïde. Voilà ce qu'il faut retenir globalement du lithium. Diapo suivante. Le valproate, donc tout ce qui est dépacote, dépakine, dépamide, etc. Donc au niveau de la prévalence, donc là ce que je vous ai mis, c'est une étude qui a été faite qui montrait que 29% des patients présentaient une dysfonction sexuelle.
donc sous des pacotes sous valproate en monothérapie, hein, ce qui est rarement le cas. Euh, d'infertilité, de troubles du désir, troubles de la lubrification. Donc le SOPK, je rappelle, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Et chez les hommes, c'est une altération de la fertilité et des troubles de la libido et de l'érection, mais qui, pareil, ne sont pas très fréquents et évidemment réversibles après l'arrêt. Je rappelle donc la valproate est contre-indiquée en cas de grossesse et 3 mois avant la conception chez les hommes, en raison donc des risques de malformation chez les fœtus. Diapo suivante. Donc chez les femmes, ouais, la diapo avant. Donc, chez les femmes, ce qu'on va voir, ce que je disais, hein, donc c'est le risque de SO, donc le diminution du désir, lubrification, dysorgasmie, le risque d'augmenter de SOPK, de problèmes d'ovulation, d'hyperandrogénie, et avec donc retentissement sur le cycle, la fertilité, l'image corporelle. Chez les hommes, donc c'est la libido, les difficultés d'érection, le poids des comorbidités, évidemment, les altérations spermatiques, numération, motilité, morphologie, et le surrisque des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant si le père est exposé au valproate dans les 3 mois avant la conception. Donc là, aujourd'hui, la règle, c'est contraception obligatoire chez les femmes, contraception efficace obligatoire chez les femmes, et chez les hommes, l'arrêt 3 mois avant la conception. Voilà, ça, c'est les règles de prescription actuelles. Euh, La carbamazépine, donc le Tegretol, euh, comment ça marche? Pourquoi elle entraîne des troubles au niveau de la sexualité? Parce qu'en fait, elle provoque, c'est une induction enzymatique, donc elle provoque un métabolisme accéléré des stéroïdes sexuels et des contraceptifs. Donc elle va augmenter la SHBG. Donc la SHBG, c'est la protéine qui permet le transport de la testostérone. Et donc, ça va diminuer la fraction libre de testostérone, qui est active donc, et diminuer les effets de l'estradiol chez les femmes. Donc, l'effet est constaté dès 7 jours après le début du traitement. Donc, les contraceptifs oraux sont moins efficaces. Ça, il faut absolument le dire aux patients. Donc, on informe explicitement le risque et ça va avoir un impact sur la libido, sur l'excitation, sur l'orgasme, indépendamment de la maladie et des cofacteurs. Les études sur les troubles sexuels et la carbamazépine sont assez limitées. Donc, si vous avez des troubles sexuels et que vous êtes sous carbamazépine, le mieux, c'est d'en parler à votre psychiatre et d'aller rechercher tous les facteurs associés pour voir ce qui se passe exactement. Voilà, donc ça, bah, écoutez, ça je l'ai dit, les femmes, donc la libido, les troubles du cycle. Donc, voilà, la carbamazépine accélère la clairance donc des contraceptifs, donc des saignements, ovulation sous pilule, taux de grossesse non prévu plus élevé. Et chez les hommes, donc on va préférer les dispositifs intra-utérins, donc le stérilet. Et chez les hommes, hyposexualité, dysfonction érectile et également un spermogramme dégradé. Et on va donc doser la testostérone, la SHBG et la prolactine au moindre doute. La lamotrigine, ça c'est le meilleur des traitements. Quand on a, c'est donc un profil plutôt neutre en matière de sexualité, voire positif. Donc il y a même une amélioration possible de la fonction sexuelle sous lamotrigine. Bon, en pratique, on ne notera pas d'amélioration, mais par contre, il y a beaucoup moins de plaintes au niveau sexuel que avec tous les autres traitements. Par contre, le problème de la lamotrigine, c'est quand même que ça diminue, que les estroprogestatifs diminuent les taux de lamotrigine d'environ 40 à 60%
pendant la phase où on arrête la pilule, mais également lorsque l'on met un traitement hormonal de la ménopause. Donc, il faut savoir que s'il y a une patiente qui commence un traitement hormonal de la ménopause, il va falloir augmenter ses doses de lamotrigine pour compenser. Donc, s'il y a une plainte sexuelle sous lamotrigine, on va en général pas le relier à la lamotrigine et on va aller chercher les comorbidités et les autres médicaments responsables pourvoyeurs de troubles sexuels. Voilà. Les benzodiazépines, donc les benzodiazépines, tout ce qui est Xanax, Valium, etc. Alors, chez les femmes, ça entraîne une diminution du désir et de l'intérêt sexuel, des difficultés d'excitation, donc ça c'est un effet sédatif central et un ralentissement, et ça peut même y avoir des retards ou des orgasmes difficiles. Donc ça, ce sont des études qui ont été faites notamment avec le diazépam. Chez les hommes, il y a une baisse de la libido, des retards à l'orgasme ou à l'éjaculation, associés à une dysfonction érectile, et peut y avoir également une désinhibition sexuelle et une hypersexualité qui a été décrite sous clonazépam. Donc l'effet est dose dépendant. Donc on devrait de toute façon pouvoir arrêter les benzodiazépines. Les benzodiazépines, je le rappelle, ont une autorisation de mise sur le marché pour un traitement de 12 semaines ou 16, je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, c'est très limité dans le temps. On ne devrait pas les prescrire au-delà de ça parce que c'est à risque de dépendance et parce que c'est à risque de troubles mnésiques sur le long terme. Donc, s'il y a des troubles sexuels, pensez aussi aux benzodiazépines. Donc en plus, les troubles sexuels sont favorisés par l'usage chronique, mais aussi évidemment par les comorbidités, les comédications. Et en revanche, on peut, lors des certaines parasomnies sexuelles, donc les parasomnies sexuelles, les sexsomnies, ce qu'on appelle les sexsomnies, ce sont des troubles sexuels qui ont lieu lors des phases de sommeil, par exemple à type de masturbation compulsive pendant la nuit. Et ça peut être au contraire diminué sous clonazépam. Mais alors les sexsomnies, c'est quand même assez rare. Gabaline et prégabaline, alors je l'ai rajouté là parce que je sais qu'il y a certains patients qui ont ce type de traitement, même si ce pas des traitements qui sont tellement en première ligne dans le trouble bipolaire. Donc c'est le Neurontin et la prégabaline, c'est le Lyrica. Le Lyrica va être plutôt mis dans l'anxiété et les douleurs neuropathiques. Et le Neurontin, ça peut être mis aussi dans le trouble bipolaire, mais c'est également mis dans les douleurs chroniques. Donc on peut très bien le mettre, par exemple, quand on a un patient qui a une fibromyalgie ou d'autres maladies chroniques douloureuses. Donc ces types de traitements ont et aussi des effets secondaires sexuels qui sont sous-déclarés parce que sous-évalués, hein. Que ce soit type d'anorgasmie chez les femmes et de diminution du désir, de troubles de la lubrification, qui peuvent donc régresser après arrêt du traitement. Et chez les hommes, anéjaculation, donc c'est absence d'éjaculation, retard à l'éjaculation, anorgasmie, dysfonction érectile, et avec nous aussi une relation de dose-effet. Donc tout ça va dépendre aussi de la sensibilité individuelle, de la durée du traitement, etc. Les troubles associés. Donc les troubles associés, le panorama des comorbidités, donc évidemment toutes les comorbidités aux troubles bipolaires, l'anxiété qui est très fréquente, qui est la grande pourvoyeuse de troubles sexuels via l'évitement et l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, c'est la première cause aujourd'hui de troubles de l'érection chez les hommes. Et notamment chez les jeunes hommes. Donc on voit de plus en plus d'hommes jeunes venir en consultation pour des dysfonctions érectiles
des troubles de l'érection en lien avec l'anxiété de performance. L'abus d'alcool, ça c'est aussi, l'alcool est tellement banalisé qu'on a oublié que l'alcool entraînait des troubles sexuels. Mais ça entraîne aussi des comportements sexuels à risque et ça augmente le risque de violence sexuelle, de subir ou d'imposer, hein, puisque la plupart des passages à l'acte violent sont sous abus de substances. Le PTSD et le trauma, c'est aussi une comorbidité très fréquente aux troubles bipolaires. Le TDAH, alors les troubles sexuels chez les patients TDAH sont aussi totalement sous-diagnostiqués. Troubles borderline également et sommeil. Donc là, j'en vais repasser toutes ces comorbidités les unes après les autres pour voir les effets sur la sexualité. Diapo suivante. L'alcool. Donc l'alcool, euh, si j'ai le temps à la fin, je dirais aussi, ouais, on va passer à l'alcool. Donc l'alcool, donc la consommation d'alcool est une prévalence élevée dans le trouble bipolaire, donc ça, j'apprends rien à personne. C'est un facteur indépendant de comportement sexuel à risque et de non-usage du préservatif. Clairement, quand on est très alcoolisé, on va moins y penser, on va moins penser à se protéger. Et donc, ça entraîne une augmentation des IST et des conséquences négatives et de la culpabilisation et de la détresse émotionnelle, notamment chez les femmes. Donc, ça désinhibe, ça diminue le jugement, ça crée une instabilité dans les cycles du trouble bipolaire et ça aggrave évidemment la dépression et l'anxiété. Donc, bah, il faut absolument poser les questions aux patients, hein, c'est-à-dire repérer. Est-ce que les patients vont avoir des ivresses? Est-ce que on utilise l'alcool avant les rapports pour se désinhiber? Est-ce qu'on fait des blackouts? On évalue aussi les conséquences des rapports sexuels sous alcool, que ce soit en termes de consentement, en termes de violence, etc. Donc l'alcool, c'est vraiment à ne pas banaliser, mais c'est surtout, il faudrait que ce soit beaucoup plus encadré, hein, sur la consommation. Le cannabis, la cocaïne et les autres stimulants. Donc le cannabis, ça a des effets variables sur le désir et l'excitation. Ça peut augmenter le désir, ça peut augmenter l'excitation, mais ça peut aussi le diminuer. Ça va dépendre un peu de son état d'humeur de base. En tout cas, l'usage régulier peut augmenter l'impulsivité et les comportements sexuels à risque. Tout ce qui est stimulant, ben, la cocaïne et les amphétamines, ça va augmenter l'excitation. Donc en fait, on va avoir une augmentation de l'envie de rapport et de sexualité, mais par contre, ça a un effet totalement délétère sur le plaisir. Donc en fait, il y a une augmentation du plaisir, mais une augmentation du désir, mais une diminution du plaisir. Donc ce qui fait que sous cocaïne, on va avoir tendance à augmenter l'intensité des stimulations. C'est-à-dire on va avoir besoin d'une sexualité parfois plus violente pour éprouver le même plaisir. Donc c'est clairement des facteurs qui augmentent le risque de comportement sexuel à risque et de violence. Et lors de la phase de manque, ça va entraîner bah, tous les symptômes de manque et un crash au niveau sexuel avec des dysfonctions, l'absence d'orgasme, l'absence de désir, etc. Donc là aussi, bah, il faut poser des questions. On évalue les prises, on demande des tests réguliers, surtout quand il y a des rapports sans préservatif.
L'idée, c'est pas du tout de moraliser ou de dire c'est pas bien ce que vous faites, hein. On sait que les patients font toujours au mieux, hein. Mais l'idée, c'est de prévenir et d'évaluer et de discuter avec le patient de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer les risques et diminuer les conséquences négatives surtout. Voilà. Ensuite, l'anxiété. Donc, l'anxiété, que ce soit donc le trouble anxieux généralisé, que ce soit les phobies, la phobie sociale, le TOC, etc. Ça va être donc ils vont être responsables de troubles sexuels. Ça, on le voit également chez des patients qui ne sont pas bipolaires, hein. L'anxiété est quand même un trouble qui est très fréquent en population générale. Donc ça va entraîner des troubles sexuels sur un peu plus, à peu près tous les champs de la sexualité, que ce soit le désir, l'excitation, mais aussi l'évitement. Donc on évite la sexualité, on rumine, on va avoir l'anxiété de performance, ce que je disais tout à l'heure. Donc l'anxiété de performance, c'est vraiment une plaie dans la sexualité aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire sur cette histoire d'anxiété de performance. Là, j'ai pas le temps de tout détailler ce soir, mais c'est vraiment l'idée de base, c'est que quand on a une anxiété de performance et qu'on est dans l'anticipation négative du rapport, clairement, ça ne favorise pas le plaisir. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre le plaisir au centre de sa sexualité et non plus la performance. Bon, mais ça, après, ça demande des prises en charge spécialisées, que ce soit en thérapie cognitive et comportementale centrée sur l'anxiété, ou que ce soit aussi en thérapie sexocorporelle centrée sur la sexualité. Le trauma, tout ce qui est l'heure du trauma, de la sexualité, ben évidemment, hein, surtout les traumas sexuels, ça entraîne des troubles sexuels. Donc moi, au cabinet, là, c'est tous les jours, je pense que j'ai des patients et des patientes qui ont été victimes de violences sexuelles, qui sont responsables de détresse psychologique importante et parfois, souvent, de troubles sexuels. Euh, les PTSD et le trauma ont une prévalence importante dans les troubles bipolaires. Bon, et alors là, c'est toutes les prises en charge des traumas, hein. C'est vraiment la première chose, c'est les thérapies centrées sur le trauma. C'est des thérapies qu'on appelle aujourd'hui trauma informées. C'est-à-dire qu'on va travailler sur tout ce qui est la sécurité du cadre, l'ancrage, le travail sur la régulation émotionnelle, avant même d'aborder la question des traumas. Donc ça, c'est une autre chose, mais ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc le trauma, le TDAH, euh, non, oui, diapo suivante. TDAH, sexualité. Donc là, le TDAH, globalement, on a des troubles de l'attention qui vont entraîner une distractibilité pendant le rapport. Ça peut entraîner des troubles de l'excitation, des troubles de l'érection. Mais il y a surtout le problème de l'addiction. Donc l'addiction sexuelle est beaucoup plus importante quand on a un TDAH que quand on n'en a pas. Le risque, en tout cas, est plus important. Donc toujours à dépister, poser les questions. Combien de fois vous vous masturbez? Est-ce que c'est tous les jours? Plusieurs fois par jour? Est-ce que si c'est systématiquement sur de la pornographie ou pas? C'est important dans la masturbation que ce soit pas fait systématiquement sur la pornographie parce qu'on sait aujourd'hui que la consommation systématique de pornographie est à risque, entraîne des troubles de l'érection, entraîne un épuisement du désir à terme. Donc, c'est toujours vraiment évalué, notamment quand il y a un TDAH qui est donc à risque d'addiction. Voilà. Ensuite, le trouble de personnalité borderline, je voudrais laisser un peu de temps pour les questions. Trouble limite de personnalité, donc sexualité, bah là aussi, il y a une augmentation du risque de comportement sexuel à risque à cause de l'impulsivité, notamment, et de la difficulté de régulation des émotions, mais aussi parce que
Très souvent, les patients borderline ont eu des antécédents de trauma. Je pense que c'est à peu près 80% de patients borderline qui ont des antécédents de trauma, notamment sexuels. Voilà, donc c'est aussi à prendre en compte. Ensuite, il y a la question du sommeil. Ça, je l'ai répété tout au long de cet exposé. Donc, bien sûr, l'insomnie, ça c'est clair, ça va entraîner des diminutions des troubles sexuels. Mais le syndrome d'apnée du sommeil, je remets un zoom là-dessus. Syndrome d'apnée du sommeil, systématiquement évalué. Voilà. Ensuite, tout ce qui est syndrome métabolique endocrino, donc ça aussi, je l'ai dit tout au long du diaporama de la conférence. Obésité, diabète, donc HTA, dyslipidémie, l'érection, le trouble de l'érection multiplié par deux, trouble du désir, hypogonadisme chez les hommes et chez les femmes, donc baisse de testostérone, c'est diminution de libido de l'orgasme, l'hyperprolactinémie, et donc le bilan, c'est vraiment tout le bilan cardio-métabolique, bilan cardio, y compris test d'effort, et plan d'activité physique et nutrition. Voilà, donc, bon, les modérateurs, les inégalités, bah, évidemment, on n'est pas tous égaux hein, face à tout ça. Le sexe, le genre, les minorités, l'âge. Clairement, on est plus exposé aux troubles sexuels à risque quand on est adolescent et jeune adulte, bah, parce qu'on est plus à risque de comportements excessifs en général. Le contexte numérique actuel aggrave tout ça. Parce qu'on a un accès beaucoup plus facile à tout ce qui est les comportements virtuels. Et le couple est un modérateur, hein, c'est-à-dire que la qualité de la relation va diminuer les comportements à risque, diminuer les troubles sexuels, évidemment. En pratique, bah, tout ça, je l'ai dit, hein, évidemment. Ouais, tout ça, j'ai dit, donc on peut passer. Et puis, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les comorbidités sont des multiplicateurs des troubles sexuels. Il faut toujours les rechercher, même en euthymie, que les plus grands pourvoyeurs de troubles, c'est le sommeil et l'alcool, et que les troubles sexuels ne sont pas une fatalité. C'est en parler, c'est déjà soigné. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez des troubles sexuels, même en lien avec les médicaments, parlez-en, parce qu'il y a des moyens de travailler là-dessus. Vraiment, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est pas une fatalité et que la sexualité, ça se travaille. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci. merci, madame. C'est nous qui vous remercions. Alors, Dominique, est-ce que tu peux réactiver nos caméras, s'il te plaît? Effectivement, je vais les réactiver. Alors, tac, tac, tac. Je crois que... Eliane. Ouais, c'est bon. Ok. Blandine. La mienne est toujours désactivée par toi. Alors, attends. Normalement, ça devrait arriver. Activez, sauf madame, sauf Céline Cause. Blandine. Oui, Merci beaucoup. Vous nous entendez? oui, 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 je oui. t'entends, oui. Merci beaucoup. Alors, on va se dépêcher parce qu'il y a énormément de questions. Et puis, ce serait dommage que vous ne puissiez pas y répondre. Alors, une qui revient plusieurs fois, je vous la donne tout de suite. Pour les mesures elle vient d'Ayoub qui est d'Algérie. Pour les mesures de prévention, y a-t-il une indication systématique de la PrEP ou de la PEP, c'est-à-dire les prophylaxies pré- et post-exposition au VIH durant ces cas-là? Voilà, ça me paraît être une- Alors, c'est-à-dire la question, c'est est-ce qu'il faut donner la PrEP en systématique avant un comportement sexuel à risque, notamment chez les patients homosexuels? J'imagine que c'est ça la question. c'est ça. Alors,
Moi, je ne suis pas une spécialiste de la PrEP, mais je dirais évidemment. Évidemment. Bon, d'accord. Bah, il y en a plusieurs qui ont posé cette question. Évidemment, évidemment. Déjà, en dehors de la bipolarité, évidemment que si on a un comportement sexuel, mais même pas à risque, aujourd'hui, dans la communauté homosexuelle, la PrEP, c'est vraiment du systématique quasiment, hein. Donc, oui, il faut prenez la PrEP si vous pensez que vous avez un comportement, enfin, une relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Oui, ça c'est sûr, ou qui n'est pas testé. D'accord. Mhm. En sachant que la PrEP, ça ne protège que du VIH, hein. Aujourd'hui, il y a plein d'autres maladies sexuellement transmissibles qui augmentent en fréquence, et notamment la syphilis. Donc, comment dire, ça n'empêche pas l'obligation de faire des dépistages très réguliers quand on a plusieurs partenaires. Et la chlamydia, chez les hommes et chez les femmes, parce que la chlamydia, je vous rappelle, ça rend quand même les femmes infertiles. Donc, la PrEP, c'est bien, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même se faire dépister de tout le reste. D'accord. Merci. Émilie? Oui, alors nous avons une question de Vanessa qui nous dit quel conseil donneriez-vous à un couple stable dont l'un est bipolaire pour faire face au ralentissement sur la sexualité lors des périodes hypomaniaques comme lors des périodes dépressives? Merci. Alors, je pense que s'il y a un ralentissement de la sexualité, ça doit être plutôt en phase dépressive. Parce qu'en phase... Face au retentissement, c'est moi qui ai mal lu. Ah, retentissement, d'accord. Bah, c'est un peu tout ce que j'ai dit dans ma conférence, hein. C'est-à-dire que le retentissement en phase dépressive, on va vraiment mettre en place, on peut mettre en place, par exemple, des protocoles d'anti-évitement de la sexualité, parce que quand on est en phase dépressive, clairement, on a plus rien nous fait envie, on n'a plaisir à rien. Donc la sexualité, ça fait partie de tout le reste. Et puis en plus, on est dans des vies où il y a tellement de choses à faire que la sexualité, bien souvent, elle passe en dernier. Donc, j'allais dire, même pour tout le monde, dire, remettre le couple au centre de sa vie, c'est déjà la première chose à faire. Mais c'est pour tout le monde, même pas que pour les bipolaires. C'est-à-dire prévoir des moments de couple à deux, centrés sur le plaisir, pas forcément sur ce que je disais, la sexualité pénétrative, parce que quand on est en phase dépression, en pleine dépression, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, même la sexualité est un effort. Donc, juste des moments d'intimité, de caresses, d'intimité à deux, juste ça, pour au moins qu'il n'y ait pas d'éloignement du couple. Parce que ce qui est le plus, ce qui va entraîner le plus de détresse dans le couple, c'est pas tellement l'absence de sexualité proprement dite, c'est l'éloignement. Et l'éloignement affectif, l'éloignement émotionnel. Donc, c'est vraiment remettre de l'émotionnel et de l'affectif dans le couple. Merci. Blandine? Oui, il y a quelqu'un qui nous demande, après des années de célibat et d'isolement dû à la maladie, comment retrouver confiance en sa capacité de séduction et en son potentiel relationnel, comment déconstruire l'idée qu'on est trop compliqué pour une relation. Beaucoup de questions en une, et je Oui. ne peux pas répondre comme ça en 2 minutes. Euh, Déjà, je pense que c'est important de sortir de cette idée préconçue qu'on aurait que parce qu'on a une maladie mentale, on ne peut pas avoir une vie heureuse et heureuse en couple. Ou même tout seul, hein, d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, on peut avoir une vie épanouie, même quand on a des problèmes de santé mentale. C'est sûr que ça demande une discipline, ça demande un suivi, ça demande des choses à mettre en place, mais c'est tout à fait possible. Après, quand on a vécu longtemps
sans partenaire, par exemple, qu'on a une image de soi qui est altérée, clairement, je pense que c'est important d'aller consulter et de passer par des thérapies spécialisées dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, pour récupérer ça et pour pouvoir à nouveau rencontrer des gens, des personnes pour de la séduction. Parce qu'avant Mm, de penser séduction, il faut déjà penser rencontre. C'est-à-dire mm, déjà rencontrer d'autres personnes. Déjà rien que ça, parfois c'est compliqué. mm. Mm. Alors, Donc c'est Merci. un chemin, mais ça vaut le coup de le faire. si. Alors, il y a Claude qui nous demande le manque de confiance en soi vis-à-vis des femmes par une personne bipolaire ayant aussi une forte activité sexuelle à risque, surtout avec les femmes dites faciles, sans être, est-elle due à la maladie ou à la personnalité? Alors, pardon, j'ai pas entendu le début de la question. Manque de confiance en soi vis-à-vis des femmes par une personne bipolaire ayant aussi une forte activité sexuelle à risque, surtout avec les femmes dites faciles, est-elle due à la maladie ou à la personnalité? Alors, euh, ce qui va nous aider pour faire la différence, c'est si ce type de comportement, c'est par phase ou c'est tout le temps. Et ce que je disais tout à l'heure sur le TDAH, c'est aussi très fortement associé au TDAH, ce type de comportement. Or, le TDAH, quand on est bipolaire, passe souvent inaperçu. C'est-à-dire que s'il n'a pas été diagnostiqué dans l'enfance, à l'âge adulte, il va passer inaperçu. Donc, c'est important dans ces cas-là de faire également, de voir s'il n'y a pas un TDAH associé. Parce que l'addiction sexuelle, clairement, le TDAH est très à risque enfin, entraîne beaucoup d'addiction sexuelle, enfin, ou d'addiction tout court, hein, d'ailleurs, hein, mais qui peut se mettre sur le versant sexualité. Émilie, merci madame. Émilie? Ouh, Émilie Oui, je suis là. pose une Ah, question. C'est ce que je fais. Mon psychiatre m'a informé. Ah, mon ah, psychiatre m'a informé récemment que les troubles sexuels sont la première cause d'arrêt des antidépresseurs. Est-ce exact? Les troubles sexuels sont mentionnés dans les notices des traitements, mais sans stipuler qu'ils peuvent conduire à l'arrêt. Pourquoi ces risques ne sont pas évoqués en amont par les psychiatres lors de la prescription ou au moins quelques mois plus tard? ça, c'est une très bonne question. On devrait évoquer systématiquement les risques sexuels. Alors, pourquoi parfois on ne le fait pas? Parce que quand on a un patient qui est ultra déprimé en face de soi, la sexualité, c'est vraiment pas sa priorité et en général, il n'en parle pas. Et c'est pas forcément le bon moment à ce moment-là d'en parler. Euh, bon, moi, je suis une vision un peu biaisée parce que je suis aussi sexologue. Donc, les patients vont me parler beaucoup plus facilement de sexualité, je pense, qu'à d'autres praticiens. Et moi aussi, je parle beaucoup plus facilement de sexualité. Mais clairement, les troubles sexuels, ça devrait être évoqué systématiquement, puisque les antidépresseurs sont les plus gros pourvoyeurs de troubles sexuels. Mais ce que je dis, moi, à mes patients, c'est que oui, il y a des troubles sexuels sous antidépresseurs, mais ils ne sont pas une fatalité. C'est-à-dire que même sous antidépresseurs, ça peut se travailler. Et que si le patient, par contre, ne le supporte pas, on peut changer d'antidépresseur, on peut diminuer la dose, on peut aussi mettre des antidépresseurs. Comme de toute façon, on a tous une sensibilité individuelle, ce qui va donner d'énormes troubles sexuels à l'un, ne le donnera pas à l'autre, et inversement. Donc on peut aussi changer de molécule. Mais après, c'est une relation de confiance avec son psychiatre, hein. Je veux dire, les patients, ils doivent pouvoir dire au psychiatre ce qu'ils ressentent, ils doivent pouvoir dire que ça ne leur convient pas, ils ne peuvent pas vivre comme ça, qu'il faut qu'ils arrêtent ce traitement-là, et on peut prendre des alternatives. Tout ça, ça se discute, hein, de toute façon, avec son psychiatre. Alors justement, je poursuis Eliane. Euh, donc nous avons une question d'Émilie. Bonjour, où peut-on faire de l'éducation à la sexualité? Vivant en campagne, existe-t-il des groupes d'éducation en visio, par exemple? Merci.
Alors, je pense que l'éducation à la sexualité, ça peut se faire tout à fait en visio. Alors, le mieux, c'est quand même de consulter un sexologue, un ou une sexologue formé à un DIU de sexualité. Je rappelle, DIU, c'est un diplôme interuniversitaire de sexualité. La formation de sexologue, aujourd'hui, c'est 3 ans en France. Euh, et il y a plein de sexologues aujourd'hui qui consultent en visio. Donc Merci. oui, même en campagne, c'est possible. Enfin, moi-même, par exemple, moi-même, je fais des consultations en visio. J'ai des patients qui habitent, je sais pas, aux Philippines, vous voyez, enfin, loin. Parfois très, très loin. Donc, il n'y a aucun problème pour que ça se fasse en visio. Blandine, mets ton micro. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Euh, En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé bien intéressant. Et je pense que ça aidera beaucoup de personnes qui nous regardent. Donc, merci beaucoup. Mais Merci. merci à vous, en tout cas, À de vous. Merci beaucoup. proposer ça. Allez, au revoir. Bonsoir à tous. Très bonne soirée. Merci beaucoup.